Bonjour, nous allons commencer la leçon 3, la comptabilité, comment ça marche. On va commencer tout de suite par une petite mise en garde pour vous aider à mieux comprendre la partie double et les enregistrements comptables. Vous devez chercher à comprendre les mécanismes de la comptabilité de façon systémique et globale. Chaque mécanisme comptable ne peut pas s'expliquer individuellement. Il n'a un sens que dans son rapport avec les autres mécanismes. Nous reviendrons régulièrement sur ce point pour améliorer progressivement votre compréhension. Alors, vous allez voir que la comptabilité repose sur un petit nombre d'outils et de principes qui structurent et qui permettent son organisation. Le principe le plus structurant, c'est le principe de la partie double. Et puis nous verrons aussi le compte, vous verrez qu'il s'appelle le compte en T. Et enfin, nous terminerons avec les autres principes comptables. Cette troisième leçon est vraiment le cœur de ce cours et va être celle qui va vous poser le plus grand nombre de difficultés, mais qui vous permettra de mieux comprendre ensuite les comptables. Commençons par le principe de la partie double. Alors, ce principe de la partie double, il peut s'expliquer de deux grandes façons. Soit une approche par le patrimoine, soit plutôt une approche par les flux. Nous allons commencer par l'approche par le patrimoine qui est la plus complète, peut-être la plus compliquée à comprendre, mais qui vous donnera une compréhension la plus générale du dispositif. Donc cette approche par le patrimoine s'explique, là vous ne devriez pas être surpris, grâce à une présentation du bilan dans lequel on va repérer trois zones. Donc une partie à gauche du bilan, actif, que nous appellerons A, une partie à droite du bilan, au passif, que nous appellerons D, l'ensemble des dettes de l'entreprise, et enfin une troisième partie S, toujours au passif, qui sont les comptes de situation. Et le principe de partie double va pouvoir s'énoncer de la façon suivante. On dira que tout mouvement affectant un élément quelconque du bilan est nécessairement accompagné d'un mouvement inverse et de même importance sur un ou plusieurs autres éléments, de telle sorte que l'équation A moins D plus S reste toujours égale à 0. Alors pour illustrer un petit peu ce principe de partie double, nous allons prendre quelques exemples. Premier exemple, nous avons notre entreprise qui a acheté pour 5 000 € de marchandises à crédit auprès d'un fournisseur. Si elle a acheté 5 000 € de marchandises, son stock de marchandises à l'actif va augmenter de 5 000. Donc la partie A va être augmentée de 5 000 €. Mais on nous dit qu'elle a été payée à crédit. À crédit, ça veut dire que pour l'instant, rien n'a encore été déboursé. En revanche, qu'est-ce qui a augmenté? C'est une dette qui a augmenté. Nous avons donc du côté D, dans la partie D, les dettes fournisseurs qui ont elles aussi augmenté de 5 000 €. Vérifions si notre équation A moins D plus S est bien respectée avec cette écriture. Nous avons bien mis plus 5 000 du côté de l'actif et 5 000 en plus du côté des dettes. Nous avons donc 5 000 moins 5 000, l'équation A moins D plus S est bien égale à 0. Prenons un deuxième exemple pour vérifier que vous avez bien compris. L'entreprise reçoit le paiement d'un client pour 7 000 €. Que se passe-t-il? J'avais donc une créance client à un moment, j'avais fait une vente auprès d'un client, il ne m'avait pas encore payé, donc j'avais une créance client. Mais là, on me dit, il vous paye la créance client. Donc, ma créance client va diminuer de 7 000 € et grâce au paiement, mes disponibilités, l'argent dans la banque, va augmenter, lui, de 7 000 €. Donc, nous avons deux postes de la partie A qui vont être mouvementés, client
moins 7000, disponibilité plus 7000. Qu'en est-il de notre équation? On a côté A, moins 7000 plus 7000, 0 de variation au niveau de A, 0 sur D, 0 sur S, donc A moins D plus S est bien égal à 0. Vous allez voir que dans le QCM qui vous est proposé dans la suite de la leçon 3, vous allez pouvoir vous exercer avec plusieurs autres situations. Nous avons terminé avec la présentation par le patrimoine. Essayons de voir l'approche qui nous permet d'expliquer le principe de partie double, mais cette fois-ci l'approche par les flux. Alors, pour expliquer l'approche par les flux, eh bien, on va essayer de représenter un échange économique. On va partir avec deux entreprises. Situation simple et classique, on a une entreprise cliente C, une entreprise fournisseur F, et elles vont tout simplement s'échanger des marchandises contre de la monnaie. Donc c'est une vente au comptant, quelque chose de tout à fait habituel. L'entreprise cliente va payer à l'entreprise fournisseur F une certaine somme d'argent contre des marchandises. Là, il n'y a aucune difficulté. On voit donc ici un échange qui se fait avec un flux de monnaie et un flux de marchandises. Dans l'approche par les flux, on va rajouter une notion, la notion de ressources et la notion d'emploi. J'ai traduit ça aussi par besoin, qui est peut-être un petit peu plus explicite pour vous. Donc, dans l'entreprise cliente, j'ai une ressource de monnaie. Ressource, entendez par là quelque chose que j'ai de disponible à l'intérieur de mon entreprise et donc que je vais pouvoir donner. C'est une ressource que je vais pouvoir échanger. Donc elle a une ressource de monnaie qu'elle va pouvoir échanger. À l'inverse, mon entreprise fournisseur F, elle voudrait avoir de la monnaie. Et donc elle a un besoin ou un emploi de monnaie. Côté marchandises, c'est exactement l'inverse. L'entreprise F a des marchandises à sa disposition. Elle a donc une ressource de marchandises qu'elle va pouvoir faire sortir et apporter, vendre à l'entreprise cliente C qui, elle, a un emploi ou un besoin de stock de marchandises. Donc, il est assez important de comprendre que à la fois l'entreprise cliente a une ressource et qu'elle a aussi un besoin ou un emploi. Et de la même façon, l'entreprise fournisseur, un petit peu comme dans un miroir, a un besoin, cette fois-ci, de monnaie et une ressource de marchandises. Qu'est-ce que nous dit le principe de partie double? Il nous dit que dans chacune des comptabilités des deux entreprises, parce que vous comprenez bien que là, on a deux personnes morales distinctes, l'entreprise C et l'entreprise F, dans chacune de ces deux comptabilités, au lieu d'enregistrer que la sortie de monnaie, nous allons enregistrer à la fois la ressource et le besoin. C'est ce qu'essaye de matérialiser cette flèche. Nous avons une ressource de monnaie, on va enregistrer ce flux lié à la ressource de monnaie, et le flux, évalué en unités monétaires, rappelez-vous que la comptabilité est un langage et que tout est traduit en unités monétaires, donc on va avoir le flux de monnaie et à la fois le flux de marchandises, qui est bien réel, celui-là des marchandises, mais qui va être traduit aussi en unités monétaires. Et dans notre comptabilité, on va enregistrer ces montants, ce flux, dans deux comptes. On peut parler alors d'un enregistrement d'un biflux, en quelque sorte, ou d'un double flux, un qui est véritablement un flux de monnaie, et l'autre qui est plutôt un flux réel de marchandises. Si nous passons maintenant à l'entreprise F, elle va, elle aussi, enregistrer un biflux dans sa comptabilité. Donc, elle va enregistrer à la fois son besoin de monnaie, qui va être une arrivée d'argent, et la ressource de marchandises qui, elle, sera sortie pour livrer son client. Avec ce petit échange économique qui est simplement un échange de monnaie contre marchandises, ça va être au minimum enregistré dans 4 comptes de 2 comptabilités différentes.
deuxième outil, le compte en T. Alors, ce compte en T, son nom vient essentiellement de sa forme. Vous voyez, il est représenté avec deux barres, une verticale et une horizontale. Et c'est un outil qui est utilisé partout en comptabilité. C'est même le seul outil d'enregistrement que l'on a, mais seulement il a un grand avantage, c'est qu'on peut le reproduire autant de fois que l'on veut pour ranger l'ensemble des opérations. Alors, comment est-ce qu'on va décider de combien de comptes en T on va créer dans une comptabilité? Eh bien, on en aura en fonction des principes d'enregistrement, notamment de la partie double, qui va nous obliger à avoir un certain nombre de comptes différents, mais la réglementation aussi comptable, qui est définie soit par l'État, soit par les normes, va nous obliger à créer un certain nombre de comptes. Ce compte en T va trouver sur le dessus un intitulé. Qu'est-ce que c'est que l'intitulé? C'est quelque chose d'assez simple, c'est ce que compte le compte. Ça nous dit si ça compte des achats, si ça compte des marchandises, si ça compte de l'argent, si ça compte des créances ou des dettes. Donc ici, nous aurons l'intitulé, on parle aussi des fois du libellé du compte. Ensuite, vous voyez qu'il y a une partie gauche à ce compte que l'on nomme débit et une partie droite de ce compte que l'on nomme crédit. Alors pour ceux qui ont déjà un petit peu entendu ces termes de débit-crédit, j'attire tout de suite votre attention pour vous dire que débit ne veut pas dire en moins et crédit ne veut pas dire en plus. Attention, c'est un petit piège classique en comptabilité. Quand on passe du langage commun au langage comptable, il faut bien savoir que débit ne veut dire que partie gauche d'un compte et crédit, partie droite d'un compte. Alors, voilà l'illustration exacte de ce que je viens de vous dire. C'est que nous avons, par exemple, des comptes qui augmentent par le débit et qui donc diminuent par le crédit. Et à l'inverse, nous avons d'autres comptes en T qui, eux, diminuent par le débit et qui augmentent par le crédit. Vous voyez qu'il y a donc des comptes qui fonctionnent en augmentant par le débit, ce qui est en général assez perturbant pour vous. J'aurai l'occasion de vous l'expliquer. Une autre propriété des comptes en T, c'est la propriété d'homogénéité. Il faut savoir que tous les comptes en T disposent d'un solde. Ce solde va être simplement la différence entre tout ce qu'on a écrit au crédit moins tout ce qu'on a écrit au débit. On fera la différence entre les sommes portées d'un côté et les sommes portées de l'autre. On fera apparaître généralement une différence. Le solde d'un compte est assez rarement égal à 0. Chaque compte a un solde. On pourra le placer alternativement soit du côté débit, soit du côté crédit. Le côté où on le placera sera toujours le côté où les sommes seront les plus faibles. Regardons juste l'exemple qui nous est proposé. Nous avons la somme côté crédit ici qui est de 600, la somme côté débit qui est de 500. Si je fais la différence, je constate bien un solde, une différence de 100. Eh bien, pour équilibrer le compte, je porterai le solde du côté où il y a la plus petite somme. Donc ici, du côté débit, où il y a simplement 500. Ainsi, je vais pouvoir faire apparaître une dernière propriété du compte, qui est l'homogénéité, qui s'exprime de façon assez simple, en disant que le total des sommes portées au crédit, moins le total des sommes portées au débit, plus ou moins le solde, doit être toujours égal à 0. Dans ce type de compte, ici, partie débit 750, partie crédit 600, on ajoute le solde de 150 et nous avons bien 750 des deux côtés. En faisant donc la différence, nous arrivons bien à 0. Mais vous voyez ici que comme les sommes du côté crédit étaient inférieures aux sommes du côté débit, eh bien notre solde de 150 a été inscrit du côté crédit. Voilà pour la propriété
fondamentale d'homogénéité du compte. Mais ce n'est pas la seule propriété qu'a un compte. Un compte, ça a un grand avantage, c'est que ça peut être décomposé à l'infini et ça peut être agrégé, on va dire, jusqu'à un compte de résultat ou un bilan. Prenons un petit exemple. Imaginons que nous ayons une entreprise de papeterie qui, dans un premier temps, avait un seul compte achat, 606, achat de fournitures de bureau, et qui se rend compte que ce compte achat de fournitures de bureau est insuffisant et qu'elle aimerait avoir plus de détails. Eh bien, son compte 606, elle a le droit de le décomposer à sa guise en plusieurs comptes, en plusieurs sous-comptes. Elle va donc créer le 606-001 dans lequel elle mettra tous les achats de stylos. Ensuite, elle va créer le 606-002, elle mettra les crayons par exemple. Et puis le 606-003 où elle mettra les achats de règles. Et si on continue, on peut avoir un 606-004, achat d'effaceurs. Elle peut donc décomposer son compte 606, mais comme les 4 comptes que nous venons de créer sont des sous-comptes du 606, quand elle aura besoin d'une information plus générale, plus globale, eh bien, elle pourra regrouper ces 606, 01, 02, 03 et 04 dans le compte 606. C'est la propriété de décomposition. Alors, si on peut décomposer, à l'inverse, on peut aussi agréger. Reprenons notre compte d'achat de fournitures de bureau. Il est, cette fois-ci, 606 achats de fournitures de bureau. Mais on peut imaginer, cette fois-ci, qu'on est dans une entreprise, pourquoi pas industrielle, qui achète des matières premières. Et elle a aussi un compte 601, achat de matières premières, ou 604, achat d'études et de prestations de services, ou encore 602, achat d'autres approvisionnements. Et puis, de temps en temps, quand elle veut réaliser des documents un peu de synthèse, eh bien, elle ne souhaite pas avoir autant de détails. Donc, elle pourra regrouper l'ensemble des comptes 606, 601, 604, 602 dans un compte 60 regroupant l'ensemble des achats. On a donc la possibilité de décomposer, mais aussi d'agréger les comptes. On sait qu'un compte en T dispose d'un libellé que l'on trouvera au-dessus de la barre du T, une partie gauche qui s'appelle débit, une partie droite qui s'appelle crédit. Les parties gauche et droite peuvent augmenter ou diminuer. Vous voyez, on peut avoir des comptes de type bleu, où ils diminuent par le débit, ils augmentent par le crédit. Mais à l'inverse, on peut avoir des comptes de type rouge, où le compte va augmenter par le débit et diminuer par le crédit. Ensuite, notre compte en T pourra avoir un solde et une homogénéité des comptes. Donc ici, nous aurons systématiquement un solde pour chacun des comptes en T et une homogénéité de façon à ce que la somme des débits plus le solde moins la somme des crédits soit toujours égale à 0. Nous en avons terminé avec les comptes en T. Nous allons voir qu'on en retrouve partout en comptabilité et que même certains des grands documents qu'on vous a présentés ont une certaine ressemblance avec le compte en T. Arrêtons-nous un petit peu sur le compte de résultat, par exemple. On voit que lui, il a une partie gauche, le compte de résultat, alors qu'il ne s'appelle pas débit, mais qui s'appelle charge. Et puis, il a une partie droite qui s'appelle produit. Est-ce qu'il a un solde, ce compte de résultat ? Je crois bien qu'on a vu dans la leçon 2 qu'il avait un solde qui se mettait à gauche si les produits étaient supérieurs aux charges et qui s'appelait bénéfice. Tiens, ça ressemble assez fortement à ce qu'on vient de voir à propos du solde. Et puis, un solde qui se mettait à droite et qui s'appelait perte si les charges étaient supérieures aux produits. Ça ressemble assez furieusement à ce que nous venons de voir sur le